Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après un burn-out en cadeau, puis raccourci vers le bonheur, voilà qu'elle vient et elle nous revient, il faut dire, avec un troisième livre, Être parent présent et imparfait. Ouf! Voilà, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur et conférencière, puis je rajoute une de mes grandes amies aussi, Madame Karine Drouin. Madame Karine, bonsoir. Bonsoir. C'est tellement plaisant de vous recevoir. Je ne dis pas que les autres, c'est pas plaisant, il faut faire attention quand même. Mais disons, des fois, on a un petit faible plus que pour une autre personne. Ce sont des choses qui sont normales dans la vie. C'est un bonheur pour moi d'être là, vraiment. Ben, c'est un honneur pour moi de vous recevoir également, Karine. C'est un troisième livre. Être un parent présent et imparfait. Moi, j'ai lu ce livre-là. Il y a des belles choses dans ça. Parce que être parent, ça ne porte pas juste un titre. Parce que être parent, on sait que les responsabilités qui viennent avec ça. Mais moi, à brûle pour point, je vous lance sur la table une question comme ça. On dit être un parent présent et imparfait, mais est-ce que un parent peut être parfait? Ben, il peut être parfaitement imparfait. Et voilà la réponse d'une politicienne que je fais. Il peut être parfaitement imparfait. Tu sais, moi, je tiens à dire que c'est une coécriture d'ailleurs avec une collègue et amie psychologue, Manon Porel. Qui est Manon Porel? Manon Porel est une amie, en fait, une collaboratrice, une partenaire. En fait, elle porte plusieurs chapeaux. C'est une psychologue au Nouveau-Brunswick. Et on a cliqué ensemble il y a quelques années. Et on était toutes les deux des mamans. On se racontait des anecdotes à propos de nos rôles de mère, à quel point autant nos enfants pouvaient nous éblouir et aussi à quel point parfois on pouvait vivre des aventures rocambolesques. Donc, à un moment donné, on s'est dit, écrivons un livre sur ces petites pépites d'or-là d'être parent, autant de jongler avec les défis puis les beaux côtés d'être un parent. Donc, c'est pour ça présent et imparfait, parce que c'est pas toujours parfait. Non. C'est pour ça que je lançais cette question-là en sachant fort bien que vous m'auriez répondu, ben, être parfait, ça n'existe pas. Non. Alors, ça veut dire que, et c'est difficile aussi, il faut conjuguer avec le mot imparfait, parce que qui sommes-nous pour être parfaits? Puis en fait, c'est un peu ça. Moi, je suis beaucoup à l'écoute des parents, des familles, et souvent, les gens, ils viennent nous voir, puis c'est ça qui les attriste. Ils se sentent pas parfaits avec leurs enfants, ça fait qu'ils se sentent pas à la hauteur, et ça les brime dans leur rôle de parent. Donc, nous, on a envie de leur envoyer le message de diminuer la culpabilité, de se faire un peu plus confiance, puis nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Non. Nos enfants ont besoin de parents qui sont présents. Exactement. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a peut-être 2 ou 3 décennies d'être parent? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais c'est certainement différent. Oui. Dans le sens où peut-être que moi, je pourrais trouver ça plus difficile, mais dans le fond, si j'avais vécu à une autre époque, peut-être que je dirais non, c'est ça qui était plus difficile. Je pense que c'est différent du fait que maintenant, beaucoup de parents sont tous les deux sur le marché du travail. C'est un fait. Veut pas, la famille doit s'adapter. Les nouvelles technologies qui sortent aujourd'hui. Oh my God. On en parle. Je n'ai rien contre les cellulaires puis les tablettes. Non, regarde, on est rendu là, tout simplement. Là. Bon, ça a évolué, mais on est rendu là. Mais aujourd'hui, là, il n'est pas rare d'avoir un enfant de 6, 7, 8, 9 ans avoir 3, une 4, tablette, 5 même ans. 3, 4, 5. C'est ça. Alors, chose qu'il y a 3 décennies passées, on n'avait pas. Non. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de faire un parallèle. Mais j'aime ça, votre réponse. C'est vraiment différent aujourd'hui. Mais est-ce que c'est plus difficile, d'après vous? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Moi, je dirais que pour certains points, peut-être, tu sais, par exemple, la gestion de la technologie est clairement plus difficile. C'était quelque chose qui n'arrivait pas avant. Par contre, si je me mets dans la peau des femmes qui ont eu 10 à 12 enfants, je me dis, my God, j'en ai 2. Donc, on comprend que, oui, côté de la technologie, on gère des choses différentes. Sauf que je me dis, d'un autre côté, ben, il y avait, par exemple, 12 enfants autour de la table. Ça demande une gestion, ça demande une préparation, ça demande de l'amour,
l'amour, du dévouement. Donc, je pense que c'est vraiment différent et que chaque époque a son lot de petites difficultés qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais qu'il faut apprendre à conjuguer avec. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 3 enfants pour une famille, c'est, disons qu'entre parenthèses, c'est correct. On parle de 4 enfants. Et, tu sais, là, ça commence... On dit, vous avez une grande famille. Vous avez une grande famille. Puis moi, je connais une personne qui est à son 7e enfant en 2021. Là, c'est vraiment une grosse famille. Énorme, oui. Et il y a peut-être une 50aine d'années passées, c'était une famille ou à peu près normale. Là. Absolument. 5, 4, 5, 6, 7. Là. C'était normal. C'est sûr que c'est pour ça que les choses ont changé. Dans votre livre, qu'on peut aussi juste montrer là, de même, en passant, être capable de dire non sans se sentir coupable. Ça, là, c'est une question vraiment, parce qu'il y a des parents qui se disent « Ah, mais là, j'ai refusé de quoi hier? Là, je suis obligé d'y refuser de quoi encore aujourd'hui? » Là, la culpabilité commence à entrer. Ça aussi, c'est pas facile. Oui. Mais en fait, ça demande de s'adapter dans le sens où il faut comprendre qu'on n'est pas là pour jouer le rôle de meilleur ami auprès de nos enfants. Moi, c'est ce que j'aime des fois de rappeler aux gens puis de dire, ça peut être plate de dire non à nos enfants, mais en même temps, c'est nécessaire puis c'est formateur dans certaines situations. Imaginez si on leur disait, oui, pas de problème, tu peux prendre des bonbons au petit déjeuner, au dîner, au souper, aux collations, parce qu'on s'empêche de leur dire non. Donc, bien sûr, on ne dit pas que des noms dans une vie de parent, mais bien sûr, il faut qu'il y en ait aussi. Donc, c'est vraiment de se dire, je suis là pour préparer mon enfant au futur. Je suis là pour préparer mon enfant à quand il va se retrouver tout seul en appartement plus tard, quel choix il va faire. Donc, on est là pour le guider, on est là pour l'inspirer, le former pour sa vie future. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des noms. Et une chose qui doit être très, très difficile aussi, c'est que souvent, je dis souvent, il arrive qu'un des 2 parents va dire oui plus souvent que l'autre. Fait que là, l'enfant, lui, il allume, c'est pas long. Non, hein? Je vais aller demander à maman à la place de demander à papa. Parce que maman, d'habitude, elle me dit oui. Est-ce qu'il y a une entente à se faire entre les 2 parents pour dire, bien là, tu dis toujours oui, tu y accordes tout, puis moi, je suis obligé de dire non par en arrière. Fait que là, il y a une discorde un petit peu là, à ce moment-là. Tellement. Ça aussi, là, c'est pas facile. Tellement. Et les enfants peuvent sentir ça. Ils sont brillants. Ils sont pleins de potentiel. Je ne vous apprends rien. Donc, c'est vraiment important de faire consensus comme parents. On met l'emphase beaucoup dans le livre, moi et Manon, sur le fait que le couple, en fait, doit faire équipe. Le couple doit partager des valeurs. Le couple doit justement se consulter pour être sur la même longueur d'onde. Et là, de cette façon-là, les enfants vont se dire, ah ben OK, chez nous, la règle, c'est ça. Et c'est ça avec les 2 parents. Donc, nécessairement, les enfants vont avoir moins tendance à s'essayer, entre guillemets. Ça va être un peu plus facile pour tout le monde, autant pour l'enfant que pour les parents, s'il y a des valeurs communes et des trucs qu'on met en place, puis on se dit, ben ça, c'est non négociable. Ça fait partie de nos non négociables. Par exemple, chez nous, c'est le respect. Moi, je trouve ça hyper important à la maison qu'il y ait un respect et aussi à l'extérieur de la maison quand on va sortir. Donc, on s'adresse à maman ou papa ou peu importe à qui, les grands-parents, ou moi, le respect, ça fait partie de. Donc, on le sait que nécessairement, tout le monde va être dans la même ligne. Il n'y aura pas de passe-droit avec un ou avec l'autre. Et le respect envers les parents, le respect envers la famille immédiate, mais également le respect envers autrui aussi. Exact. Tout ça fait un tout, là. Exact. On ne peut pas être correct dans la maison, puis aussitôt qu'on met le pied dehors, on n'est pas correct. Non. Ça ne marche pas, là. C'est un peu comme si on a des petits mini-humains en formation, en fait. On est en train de dire on les prépare à leur vie plus tard. Donc, s'ils apprennent le respect à la maison ou s'ils apprennent le respect à l'école, bien, plus tard, dans leur milieu de travail, si leur patron s'adresse à eux, ils vont se souvenir « Ah oui, c'était bien important chez papa, maman, le respect. » Ça, c'est vrai, oui, exactement. Passer du temps avec ses enfants, puis prendre du temps avec ses enfants, c'est... tout va vite aujourd'hui, on le sait, mais mon Dieu que c'est important de prendre du temps avec ses enfants et de prendre du bon temps
avec Tellement. ses enfants. Parce que, comme je disais tantôt, tout passe tellement vite aujourd'hui. On se lève le matin et dit, on est déjà rendu au soir. Vrai. Fait que on ne peut pas dire, ben je passerai du temps demain avec mes enfants, même si c'est juste 5 minutes. Mais il faut le faire. Exact. C'est super important au niveau de la relation parent-enfant, au niveau de l'attachement aussi. On sait que quand nos enfants vont créer un lien d'attachement avec nous, mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'avenir ou s'ils ont à se confier ou quoi que ce soit, ils vont revenir plus facilement vers nous. Donc moi, je dirais aux parents qui nous écoutent ou aux grands-parents peut-être qui nous écoutent ou les adultes qui sont dans la vie de des enfants qui sont précieux pour eux, privilégier la qualité à la quantité. Je le sais qu'on n'a pas toujours des heures et des heures et des heures. Les parents travaillent, mais plutôt que de se sentir coupable, de dire allez chercher des petits moments par jour de qualité, que ce soit de vous asseoir en famille, de partager un repas, de prendre le temps de vous informer de la journée de vos enfants, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été agréable, de quoi ils sont fiers, est-ce qu'ils ont aidé quelqu'un aujourd'hui. Et ça, les enfants trouvent ça extraordinaire, puis on développe un lien avec eux. Et de quoi aussi qu'ils n'ont peut-être pas apprécié, parce qu'il faut en parler aussi de ça. Ben regarde, papa, moi, là, je t'ai fait ça, mais j'ai pas trop aimé ça. Ou même du côté de la mère, c'est la même chose. Se dire les vraies affaires, comme on dit, c'est aussi important dans le négatif que dans le positif. Ouvrir une fenêtre de conversation avec nos enfants, puis d'être capable d'entendre, d'être capable d'être à l'écoute et de faire « Ah, OK, toi, tu l'as perçu comme ça. Maman, c'est pas ça qu'elle voulait te faire sentir. Sais-tu quoi, la prochaine fois, on va le faire différemment. » Prendre le temps de leur expliquer. Ça, c'est vraiment très, très, très important. On n'est pas obligé d'offrir une quantité incroyable de cadeaux parce que on en connaît des couples. Des fois, là, c'est sans faire par exprès, sans faire mal, mais des fois, ça peut être un des deux parents qui est très souvent absent. Quand il arrive la fête de l'enfant ou qu'il arrive les fêtes, là, on les inonde de cadeaux. Tu sais, on semble vouloir se racheter pour peut-être pas avoir passé assez de temps avec eux autres. Ça, c'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé, en fait, ça s'appelle un peu le fait de compenser. Compenser, On essaie de compenser pour une perte de temps avec les moments qu'on n'a pas été là, puis de dire, mais je vais grossir le cadeau. Sauf qu'en fait, les enfants n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de grands cadeaux. Ce qu'ils veulent, c'est de passer du temps avec nous autres. Puis moi, je suggère de vivre des expériences à la place avec vos enfants. De dire qu'est-ce que vous pouvez faire qui va marquer leur imaginaire, puis qui vont dire, hey, je m'en souviens encore, j'avais 6 ans. On était allé voir un spectacle en famille, ça avait été le fun, on a ri. Ils vont se souvenir de l'endroit, ils vont se souvenir des chansons, ils vont associer peut-être toute leur vie ces beaux souvenirs-là. Et pourtant, c'est pas du matériel. Du matériel, ça se brise, ça passe date, ça devient désuet avec le temps. Mais une expérience, ça reste dans les cœurs pour toujours. Parce que très souvent, quand on dit que le lendemain matin, le 25 décembre au matin, très souvent, les enfants, les plus jeunes s'amusent avec les boîtes de cadeaux, puis le cadeau est resté à côté. Ça sont des choses... Souvent. Oui, exactement. Oh oui. Oh oui. Oh oui, Seigneur. Les enfants qui sont dans une boîte, qui se font des cabanes. Et là, tu te dis, je peux pas croire que moi, j'ai investi, que j'ai acheté des cadeaux. Oui, exactement. Et que là, mes enfants vont jouer à la cabane pendant 3 jours de temps, tu sais. Donc, c'est à réfléchir. C'est une expérience être dans une cabane. Oui, c'est vrai. Ils vont s'en souvenir longtemps. Ils vont s'en souvenir, voilà. L'image de la famille parfaite. Parce que je dis bien l'image. L'image, c'est une photo. Oui. Puis, reprenez la même photo le lendemain, peut-être qu'elle ne sera pas parfaite et loin de là. Mais dans votre concept, à vous, et vous en parlez dans votre livre, l'image de la famille parfaite, premièrement, est-ce qu'elle existe? Puis c'est quoi? Oui. Moi, j'aime de dire qu'il n'y a pas de famille parfaite. Les familles sont parfaitement imparfaites. Okay? Oui, c'est ce qui arrive tout le temps. Puis je dis toujours qu'une photo de magazine, il n'y a rien de plus trompeur. Tu sais, tout le monde, ou presque le sait maintenant, une photo de magazine, c'est quelque chose qui a été mis en scène. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour avoir l'air fabuleux, mais souvent, il y a des heures de maquillage, des heures de coiffure, des heures de stylisme. Il y a du Photoshop, il y a des éclairages, il y a toutes sortes de choses pour que ça ait l'air parfait. Donc, c'est la même chose avec une image de famille parfaite. Une famille, quand on arrive chez les gens, ça bouge, ça brasse, il y a de l'énergie, il se passe des choses, il y a des émotions, il y a des rebondissements et il faut comprendre que c'est
normal. C'est ça, la vie de famille. C'est pas un long fleuve tranquille où est-ce qu'il se passe rien. Non, exact. Parce que c'est facile aujourd'hui, avec la technique, la technologie, de prendre une image imparfaite et de la rendre parfaite. C'est très facile, mais c'est loin de la vérité. Bien sûr. C'est ça, là. Puis avec l'arrivée des médias sociaux, c'est encore plus facile de partager, par exemple, un bon moment en famille où tout le monde a l'air calme, tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air serein. Mais ce que j'ai envie de dire aux parents à la maison, c'est dites-vous toujours que cette photo-là que vous voyez, c'est une parcelle, c'est peut-être 0,5% de toute la vie de famille de ces gens-là. Ils choisissent de vous montrer le plus beau et c'est normal. Mais mon Dieu, oui, c'est exactement. La réussite en famille, c'est accueillir et accepter l'imperfection, apprendre à traverser ensemble des moments de chaos, avancer chacun à son rythme avec le soutien des autres, faire équipe au quotidien, puis investir du temps, de l'énergie et s'impliquer. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, là, c'est magnifique. Criant de vérité, comme on dit. C'est magnifique. C'est un peu comme une équipe. Quand on est dans une équipe sportive, chacun a son petit rôle à jouer. Ça fait qu'on arrive à un résultat. Mais une famille, c'est la même chose. On s'entraide, on est une équipe. Karine, dans un couple, l'arrivée d'un enfant peut vraiment tout chambouler. Mm-hmm. Parce que là, comme disons qu'au début, on est en couple, on n'a pas d'enfant, c'est merveilleux, c'est un long fleuve tranquille. C'est la lune de miel. Et voilà, c'est la lune de miel. Mais là, arrive l'enfant. Bon, là, on sait c'est quoi, là. Plusieurs personnes en ont eu, des enfants, plusieurs femmes. Et les couples, ça devrait être tout pareil, là. Le long fleuve tranquille est terminé. La vague arrive, les vents forts arrivent. On est là, exactement. Puis là, bien, les belles soirées tranquilles, les bons soupers en amoureux, on peut s'en faire pareil, mais c'est moins, il y en a moins d'occasions. Alors, ça chamboule. C'est quoi qu'il faut faire pour accepter ça? Parce que si on accepte d'avoir un enfant, on accepte parce que, comme je viens de dire, ça va arriver, là, ce que c'est qu'on dit, là. Ça va tout chambouler. En plein milieu de la nuit, l'enfant est malade, il se réveille, là, il faut que tu te lèves. Tout ça, là, on s'attendrait de tout élaborer ça. On les connaît par cœur. Mais comment faire pour accepter ça? Est-ce que ça veut dire que avant de se faire tout chambouler ça, il faut en discuter avant d'avoir un enfant? Est-ce qu'on est prêt à avoir un enfant? On peut se poser ces questions-là. Oui. Mais je pense que c'est important de sentir puis de savoir qu'il y a une adaptation. Il y a clairement une adaptation qui va se faire entre la vie du petit couple tout seul puis le couple qui, avec une arrivée d'un enfant, va manquer de sommeil, manquer de temps, manquer d'énergie, peut-être manquer de motivation à un certain moment donné, et de se dire, on va quand même créer des espaces-temps, même s'ils sont petits. Tu sais, tantôt, je parlais de qualité plutôt que de quantité. De quantité, c'est ça. Il y en aura peut-être beaucoup moins, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu partager un petit café le matin avant de partir au boulot pour se souhaiter bonne journée? On peut-tu aller 1 heure par semaine ensemble au sport puis se réunir, faire garder l'enfant? C'est de se garder des petites micro-périodes à quelque part dans la semaine pour continuer d'être un couple, parce que le couple existait avant l'arrivée des enfants. Et il doit continuer d'exister même avec l'arrivée des enfants. Parce qu'on sera le premier modèle pour nos enfants de c'est quoi un couple. Et on ne veut pas enseigner à nos enfants qu'il ne faut plus prendre soin de nous autres une fois qu'ils sont là. C'est vrai, parce que je peux prendre un exemple personnel, là. Mon épouse et moi, quand on a eu un enfant, on se gardait 1 semaine de vacances tous les deux. On faisait garder notre enfant, puis c'était simple, c'était soit ma soeur ou bien non, ma mère qui les gardait. Fait qu'on ne l'envoyait pas là, chez des inconnus, là. OK? Bon, c'est ça. Puis, on se disait, nous autres, on part 1 semaine de temps. Oui. Beaucoup de gens disaient, comment vous faites pour laisser votre enfant? Bien, j'ai dit, on est 51 semaines avec notre enfant. Est-ce qu'on mérite d'avoir 1 semaine ensemble? Ça, on l'a toujours fait. C'était bénéfique pour nous autres. Ce n'est pas... avec tout ça, là, il faut penser aussi à nous autres. Puis,
En tout cas, il y a des gens qui nous jugeaient mal pour ça. Les gens doivent en fait sortir du fait que c'est égoïste. De prendre soin de nous, de prendre soin de notre couple, ce n'est pas égoïste. C'est en fait pour continuer d'être un bon parent, ben le parent doit prendre soin de lui. Le parent doit prendre soin de son couple. Donc, moi, je dis toujours aux gens, en faisant ça, je continue d'être une meilleure mère encore. Parce que pense à quand vous reveniez de cette vacance-là, vous étiez aux anges, vous aviez hâte de revoir les enfants, vous appréciez d'être avec eux. Donc, c'est bon, à quelque part, d'aller recharger les batteries. Appréciaient aussi énorme, de dire « Oh, c'est le fun, maman, quand t'es là. » Finalement, on est comme « Oh! » Je t'ai manqué, oui, c'est vrai. Mais jamais on s'est fait dire « Ben là, faites plus ça. » Là. Non, ça, jamais on s'est fait dire ça. C'est vrai que nos gardiennes, c'était quand même soit la grand-mère ou c'était la matante, alors c'était quand même très près, mais quand même, ils nous ont jamais reproché ça. Jamais. Repas en famille, ça, j'aimerais ça en parler parce que repas en famille pour des discussions, le repas prend une autre signification que de se nourrir à ce moment-là. Et c'est vrai, et vous en avez parlé un petit peu tantôt, Karine, c'est important aussi d'être ensemble au repas, prendre le fameux cellulaire, le laisser dans le salon, puis aller manger dans la salle à manger. Je pense que là, on est rendu là, mais c'est important. Ce n'est pas seulement qu'une réunion, comme je disais, mais c'est plus qu'une réunion. Tellement. On a décidé de parler de ça parce qu'en fait, si on regarde dans les recherches, on réalisait que de plus en plus, les gens ne se mettent plus à table en même temps. Un soupe dans le salon, l'autre mange devant la télé. Un est un peu sur son téléphone intelligent en même temps que prendre une bouchée. Et on se rendait compte, en fait, que toutes les traditions se perdent, que les fameux moments de qualité qu'on dit qu'on n'a pas, on pourrait aller en attraper ici et là si on le veut bien. Oui. Donc oui, l'heure du repas, ça devrait être un moment qui est libre de technologie. C'est un moment où est-ce qu'on prend le temps de se regarder, de regarder nos enfants, de leur dire combien ils sont précieux, de prendre le temps de prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Et s'informer, exactement. Et s'informer de leur journée. Puis à l'école, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tu sais, des fois, ça peut être juste une petite réponse courte, mais ça montre à nos enfants qu'on s'intéresse. Exact. Et nous, on en profite toujours au moment du repas pour faire nos gratitudes. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Parce qu'on sait que quand on nomme des gratitudes puis qu'on est reconnaissant, ça fait une belle différence dans nos journées. Oui, c'est sûr. Donc, souvent, les enfants vont dire « Oh, wow, tu sais, on est chanceuse parce que... » Donc, qu'est-ce que tu as apprécié dans ta journée? « Ah, j'étais contente parce qu'il est arrivé telle chose. » Ou « J'ai apprécié que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. »« Oh, wow, elle est gentille, cette amie-là. Parle-moi-en plus. » C'est le temps de faire parler nos enfants, c'est le temps de les écouter, puis ça passe tellement vite. Les enfants grandissent à une vitesse folle. Faisons-le plus souvent. La fameuse routine du coucher, tu sais, c'est essentiel. C'est rassurant aussi pour les enfants, beaucoup. Puis en même temps, j'embarque avec cette question-là une autre question, parce que le temps nous presse déjà très vite. Trop pressé, pas le temps de... Ça, on entend ça. Puis ça, là, très, très souvent, l'enfant est marqué de ça. Il arrive à côté de papa ou de maman. Hey, papa, t'aurais-tu les 2 minutes parce que j'aurais... Non, regarde, j'ai pas le temps. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Là, l'enfant, il revient d'abord, puis il est marqué. Là, il est marqué parce que dans sa tête, il s'est dit, ben là, il veut même pas m'aider. Ça, c'est une chose à bannir, j'espère. Tu sais, c'est vrai, c'est bien dit, c'est rassurant. C'est rassurant pour l'enfant d'avoir quelqu'un sur qui il peut compter. Mon père m'a écouté, ma mère m'a écouté, elle m'a répondu à la question. Vraiment, de border. Prenez le temps d'aller border vos enfants, d'aller mettre les petites couvertures, de faire un câlin avant le dodo. Souvent, vous allez remarquer chez certains enfants, ils vont choisir ce moment-là de calme, que vous êtes complètement disponible pour vous dire des choses, pour vous partager des petits secrets, pour vous dire quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas partagé au repas devant tout le monde, mais qui vont se dire, là, je suis toute seule avec maman, elle n'a rien d'autre à faire, c'est peut-être le temps que j'y parle de ça. Donc, faites-le. Mon Dieu, que c'est bon pour la relation parent-enfant. Karine, j'ai encore 8 questions, fait qu'il faut que je n'en prenne rien qu'une parce qu'on on en choisit une. Donc, on a choisi une. Ne jamais chercher la perfection dans son couple. Oui. Ça, c'est important parce que la perfection n'existe pas. Oui, absolument. Je pense qu'à quelque part, ce qu'on doit toujours chercher, c'est comment nous, on peut s'améliorer en tant que couple. Pas de quoi les autres couples ont l'air et pas l'herbe a l'air plus verte chez le voisin. Tout le monde peut ressentir ça à un moment donné ou à un autre. Mais c'est vraiment de se comparer dans le temps. On était qui comme couple il y a 5 ans et qu'est-ce qu'on est en train de devenir et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour le devenir. Donc, le but, c'est pas d'être parfait.
mais juste d'être bien, puis de partager les moments et de partager des valeurs communes. Parce que ça, c'est le... Alors, mesdames et messieurs, avant de passer à un autre sujet, bon, bien, c'est quand même un très, très beau livre, Être un parent présent et imparfait de l'auteur Karine Drouin et Manon Porel. Je vous le recommande beaucoup. Il y a des bons trucs là-dedans. Puis ça paraît que c'est écrit par deux très, très excellentes mères de famille. Oh, c'est gentil. Karine, il reste à peine 5 minutes. Voyage de ressourcement. Moi, je vous ai suivi, même si on ne s'est pas parlé depuis quelques années, ça, mais je me tape ses doigts. Mais je vous suivais pareil sur Facebook. Mais voyage de ressourcement, c'est quoi exactement pour Karine Drouin emmener du monde partout dans le monde? Voyage sur la planète. En fait, c'est un concept qui me tient vraiment à cœur. C'est les semaines de ressourcement que j'ai démarrées il y a quelques années déjà. Et je réalisais que quand les gens ils restent dans leur contexte, s'ils restent, par exemple, à la maison, ben, ils vont toujours finir par faire du ménage, ramasser, répondre au téléphone, gérer les devoirs des enfants et tout ça. Donc, c'est difficile souvent pour les gens de décrocher plus qu'une petite heure. Et je ressentais que beaucoup de gens avaient besoin d'augmenter leur énergie, de se faire du bien. Et je me suis dit, pourquoi pas partir une semaine avec ces gens-là à l'extérieur, dans une magnifique destination de rêve, en voyage, et que ces gens-là aient une semaine. Pas une heure, une après-midi ou une journée, mais vraiment une semaine pendant laquelle ils peuvent décrocher, prendre soin d'eux autres, relaxer, aller à un rythme plus doux pour se faire du bien puis faire en sorte justement que l'énergie remonte. Est-ce que vous allez continuer ces voyages-là après Madame Pandémie? Ça peut partir, là? Est-ce que c'est dans votre concept de continuer? Absolument. Absolument, parce que le besoin est là. Chaque année qu'on a lancé la semaine de ressourcement, ça a toujours affiché complet. Même que pendant la pandémie, les gens m'écrivaient encore pour me dire c'est quand le prochain? Est-ce qu'on va pouvoir partir bientôt? Moi, je veux être sur la liste. Est-ce que ce sont des couples? Il y a de tout, en fait. Okay. C'est intéressant. Il y a autant des gens qui viennent seuls, il y a des gens qui font le voyage maman-fille, il y a des gens qui font le voyage entre amis et il y a des gens qui le font en couple. Donc, c'est vraiment à la discrétion de la personne de se joindre à nous. Dans 30 secondes, comptez-nous une journée de ressourcement en voyage. Ça commence avec c'est magnifique. On commence en douceur. Souvent, il y a une méditation sur la plage. Il va y avoir un petit déjeuner. Et au courant de l'avant-midi, je vais donner une conférence pour inspirer les gens à prendre soin d'eux sur un thème qui a été défini. Souvent, les après-midi sont libres pour que les gens puissent profiter, bien sûr, de la belle mer, de la piscine, etc. Et le soir, on se retrouve autour d'un souper partage. Donc, ça ressemble à ça. Et ce sont des voyages qui, après que Mme Pandémie sera partie, qu'on espère qu'elle foute le camp le plus vite possible, vous allez recommencer. Alors, si les gens veulent avoir des informations, il y a toujours votre site également qui est là. Oui, les gens peuvent me suivre sur Facebook et également sur Instagram, donc tous les détails vont paraître. Alors, n'oubliez pas non plus le livre de Karine et de Manon, Être un parent présent et imparfait. Karine Drouin, ça fait un plaisir. Merci infiniment. Un plaisir partagé. Merci. C'est moi qui vous remercie aussi, puis je vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup, Karine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.